Bonjour à tous. Bienvenue à ce quatrième webinaire d'une série de 12 organisée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Je me présente, Julie Poulin, je suis directrice du développement de l'électricité renouvelable au ministère. Donc, avant de présenter notre conférencier, j'aimerais vous préciser que vous pouvez inscrire vos questions dans le Q&R que vous voyez là en haut dans le bandeau de la présentation. Puis, si le temps le permet, on va prendre quelques questions, là, celles qui s'adressent à Monsieur Léveillé. Donc, mais si les questions ne s'adressent pas à lui, là, on va les prendre en délibéré, puis vous allez pouvoir, on va répondre à l'ensemble des questions, principalement là, par notre page Internet. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, il va être animé par Monsieur Yannick Léveillé, qui est directeur général du parc éolien Pierre de Sorel. Puis, ça va porter sur l'expérience de la MRC de Pierre de Sorel en tant que milieu d'accueil d'un parc éolien. Donc, situé en Montérégie, ce parc est le premier entièrement communautaire. Mis en service en début décembre 2016, il comprend 12 éoliennes pour une capacité totale d'un peu plus de 24 mégawatts. Les turbines sont réparties entre les municipalités de Yamaska, de Saint-Robert et de Saint-Aimé. Elles sont installées sur des terres agricoles privées et produisent de l'énergie renouvelable équivalente aux besoins d'environ 2000 foyers. Témoin de l'implantation du parc au sein de la communauté de la MRC, M. Léveillé traitera des appréhensions fréquentes de la population en lien avec les éoliennes, telles que le bruit et les effets du milieu. Donc, M. Léveillé, à vous la parole. Merci, Madame Poulin. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bon, je veux pas répéter, j'ai eu une très belle introduction qui couvre grandement le truc, mais Yannick Léveillé, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine des énergies renouvelables, principalement là, travaillé quelques années pour un grand équipementier, là, fournisseur de composantes, principalement dans l'hydroélectricité, mais depuis 2 ans, je suis directeur général ici au parc éolien Pierre de Sorel. Là. Je suis un natif de la région, fait que ça me permet de garder euh, de continuer à travailler dans le domaine de l'énergie tout en restant dans ma région natale. C'est ce qui est bien, bien intéressant. Fait qu'aujourd'hui, je vais essayer euh, de vous partager un peu les expériences ou comment tout ça s'est passé pour la MRC de Pierre de Sorel. Comment on en vient qu'à lancer un projet éolien. Et je vais essayer de passer la majorité des enjeux, les craintes, les défis auxquels on a dû faire face pour s'assurer que tout ce beau projet soit fait en harmonie avec la population, avec l'environnement, avec tout ce qui peut être mis en cause autour des projets éoliens. Fait que c'est un peu ça qu'on va aller là. Je vais essayer de pas trop me répéter là. Dans l'introduction, il était parlé, mais c'est bon. La MRC de Pierre de Sorel, je vous fais ça rapidement là. La ville-centre Sorel-Dracy et l'emplacement de nos éoliennes se situe le long de la rivière Yamaska, là, partagé entre les trois municipalités qui ont été nommées, là, qui sont Yamaska, Saint-Robert et Saint-Aimé. Notre projet il est issu d'un bloc, en fait, un appel d'offres qui avait été lancé pour un bloc de 250 mégawatts par Hydro-Québec dans le coin des années 2009. À l'époque, l'idée pour nous, la MRC, c'était de diversifier un peu les sources de revenus, puis d'enlever une pression sur la taxation. Donc, la MRC, en construisant un parc éolien, pouvait générer des revenus et des entrées d'argent qui ne venaient pas directement de la taxation faite aux citoyens, aux entreprises de la région. Fait que c'est comme ça que le projet est un peu né. Réponse aux appels d'offres, on remporte, du moins le projet est sélectionné. C'est devenu, pendant ces années-là, le plus grand chantier de construction de la région. Puis aujourd'hui, ben, c'est devenu un acteur clé, là, le parc éolien. C'est une importante contribution à notre région qui est très, très, très énergivore avec plusieurs entreprises qui sont dans le domaine de l'acier. Donc, on vient un peu contrebalancer, si on veut, là, le fait qu'on consomme énormément d'énergie pour les usines de la région. Ben,
le parc éolien, ben, pour notre région, c'est un peu la fierté de dire qu'on est capable de participer à la décarbonation du Québec, même si on est quand même une source de pollution non négligeable. Fait que c'est en marche depuis le 28 décembre 2016, puis encore une fois, moteur économique incontournable dans notre région. Ça stimule l'attractivité et le dynamisme de notre région auprès des investisseurs. C'est indéniable. Mais un projet comme ça ne se fait pas sans défi. Bon, je vais passer rapidement. Ça a été déjà un peu expliqué en entrée de jeu, là. C'est sur 5,5 km². On est dans un gisement de vent de classe 3. Nos tours ont 100 mètres de haut. C'est pas négligeable à donner comme information, sachant que plus tard, on parlera de pollution visuelle et de bruit. 12 éoliennes, 24 mégawatts, 2500 maisons, si on veut. C'est ce qu'on serait capable d'alimenter annuellement là, avec l'entièreté de notre parc. Sans aller trop rapidement, bon, j'essaie juste de ne pas nous répéter. On a rencontré plusieurs défis. Fait qu'aujourd'hui, si je rentre un peu plus dans le vif du sujet, je veux vous parler de l'acceptabilité, la législation, comment les autorités compétentes sont impliquées dans ça, comment les résidents sont impliqués dans ça, comment les agriculteurs sont impliqués dans ça, dans le projet, quelles sont leurs inquiétudes et comment on a géré ça de manière proactive et transparente avec eux pour s'assurer que tout le monde accepte le fait que le paysage a changé dans leur région. Là, OK? Fait aujourd'hui, dernière petite mise en garde, si on veut, c'est que ce qui va être établi aujourd'hui est en lien avec le parc éolien Pierre de Sorel. Ça ne veut pas dire que dans vos régions ou dans vos projets à vous, vous n'avez pas des points communs avec le nôtre, mais il y a probablement des choses que je vais vous parler aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement applicables à votre situation et vice-versa. Mais aujourd'hui, je vous partage notre réalité en quelques points. Puis ça devrait donner une bonne idée de comment nous on a fait et pourquoi le parc éolien Pierre de Sorel commence à être de plus en plus reconnu comme un succès d'acceptabilité sociale. Fait que le premier sujet qui revient souvent, qu'on entend partout, c'est vous allez vous ramasser avec une éolienne dans votre cour, ça prend de la place, c'est grand et vous ne pourrez même plus aller dans votre cour ailleurs tellement que vous allez être encombré par ces éoliennes. Dans notre cas, je vous mets une petite carte à l'écran. L'éolienne qui est la plus proche d'une habitation, bon, là, je n'ai pas été mesuré au centimètre près, mais on publie souvent que c'est 750 mètres, mais l'éolienne la plus près d'une résidence se situe entre 750 et 775 mètres des habitations. D'une éolienne à l'autre, dans notre cas, ça varie de 500 à 775 mètres. C'est sûr que c'est des grosses pièces. Donc, quand on circule sur la route et qu'on regarde le parc éolien, on a l'impression que tout ça est dans dans une petite zone, mais on parle quand même de 5,5 km². Et j'attire un petit détail, là, mais notre distance de 750 mètres vers la résidence est en direction, si on veut, est-ouest, quand la majorité de nos vents ne sont pas dans cette direction-là. Fait que donc, si on retenait un peu l'info, là, je vais y revenir plus tard sur le sujet avec le bruit, mais notre axe de vent dominant est plutôt perpendiculaire à cette direction-là, ce qui fait que si on prend l'axe des vents dominants, cette distance-là va même franchir le 1 km de distance par rapport aux habitations. Fait que pour ce point-là, ben, encore une fois, notre manière d'expliquer aux gens, c'est oui, vous allez avoir une éolienne dans votre cour, mais elle va être à 750 mètres minimalement, à beaucoup plus que ça pour 99% des gens. Et aujourd'hui, ben, le projet est en opération, ça fait 7 ans. La distance par rapport aux éoliennes, le sujet est clos, si on pourrait dire, là. Les gens ont bien vu qu'à cette distance-là,
Il n'y a pas d'histoire d'ombrage de pales d'éoliennes qui passent dans leur cours ou ils n'ont pas ils ont pas de problème relié directement à la distance par rapport à leur habitation. Ça fait partie du paysage et disons qu'il y a pas on n'entend rien sur ce sujet-là par rapport aux distances. Les gens ont finalement pu remarquer que c'était bien raisonnable tout ça. Un autre point qui revient assez régulièrement, c'est le merveilleux sujet du bruit. La manière que ça s'est fait chez nous, avant même que le point était déjà soulevé par la population, fait qu'avant même de lancer le projet, il a été choisi 4 emplacements dans le parc éventuel où ont été pris des mesures de bruit ambiant, si on veut. Puis là, je ne rentrerai pas dans le fin détail, là, je ne suis pas un spécialiste en sonorisation, mais on avait à l'époque déjà des bruits, des niveaux de bruit qui variaient, là, si on veut, grosso modo, là, d'environ 30 décibels autour de 50 décibels, tout dépendant où on était sur le territoire et si les mesures étaient prises dans le jour ou dans la nuit. Quand le parc a été construit, le projet, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris les 3-4 mêmes emplacements et on est allé voir combien de bruit était généré par l'éolienne elle-même, si on veut. Fait que donc, on découvre que l'éolienne elle-même, oui, va faire du bruit, oui, a un son de sifflement quand on est au pied de l'éolienne, mais on se rend compte que les niveaux de bruit, dans notre cas, étaient inférieurs au niveau de bruit déjà présent dans les régions. Et ce qu'il faut savoir souvent, c'est qu'on a l'impression que le 28 décibels s'ajouterait aux 42 décibels qui deviendrait un 70 décibels de son. Mais le son, ça ne s'additionne pas de manière linéaire, là. En général, ce que vous allez entendre, c'est le bruit le plus fort de tous les bruits qui sont euh, autour de votre environnement. Fait que donc, c'est sûr que la nuit, le bruit ambiant diminue, mais nos bruits, je vois des 41, 42, mais le bruit de l'éolienne demeure en deçà de ce qui est le bruit ambiant de nuit. Donc, à titre d'exemple, avec 750 mètres de distance des habitations, pour nous, c'est plus un point de discussion. Juste donner un exemple, là, 30 décibels, un arbre feuillu avec un peu de vent, parce que si on parle de bruit d'éolienne, ça laisse sous-entendre qu'il vente, ben, les arbres vont générer plus de bruit qu'une éolienne. Là, fait que le bruit est perceptible au pied de l'éolienne, ça, on ne peut pas s'en cacher, mais à 750 mètres de distance, même avec les vents assez hauts, dans 99,9% des cas, il n'y a aucune habitation qui va entendre le bruit. Fait qu'encore une fois, nous, aujourd'hui, bon, on est fort dans notre expérience de 7 ans, on est capable de le dire haut et fort, l'éolienne, les gens ne l'entendent pas. Il faudrait débrancher votre frigo, puis ouvrir toutes les fenêtres de la maison, puis personne ne bouge, puis bon, peut-être que vous réussiriez à l'entendre, mais aujourd'hui, dans les cas normaux d'une maison, pour nous, encore une fois, les années ont prouvé que le bruit avec 750 mètres de distance, ça n'est plus vraiment, c'est pas un enjeu là, du tout pour nous. Un autre sujet qui revient souvent, puis là, je vais faire une grande expression là, que je vais appeler l'environnement, la nature, la faune, les territoires agricoles. Là. Je sais que d'un point de vue ministériel, c'est tout un peu séparé, là, mais je vais essayer de tout inclure ça ensemble là, de par le fait que j'essaie de vous faire une présentation un peu plus courte. Mais ce qu'on entend souvent par rapport à ce sujet-là, c'est un parc éolien va tout détruire ce qui se passe. Vous allez trouver des oiseaux décédés un peu partout. Les terres vont arrêter de produire. Les vaches vont avoir des problèmes de production laitière. Imaginez-vous la liste, là. J'ai fait face à toutes ces questions-là au moins une fois dans les 2 dernières années. Euh, le point que j'essaie souvent de faire ressortir quand ces sujets-là arrivent, c'est qu'aujourd'hui, je ne vous demande pas de lire ce que j'ai mis à l'écran, mais à très haut niveau, là, très rapidement, un projet éolien, ça démarre avec un décret ministériel qui va établir les conditions à respecter.
Et je peux vous dire aujourd'hui que j'ai des liens et des contacts avec les gens du MAPAC, de la CPTAQ, du MEL, CCFP, les différents ministères qui vont toucher à tout ce qui touche la nature, l'environnement, sont encore, après 7 ans, impliqués de près ou de loin dans notre projet jusqu'à différents niveaux. C'est un domaine qui est très rigoureusement encadré et s'il y en a encore aujourd'hui qui ont l'impression qu'on reçoit un permis de construction de parc éolien par la poste puis qu'on se lance à faire ce qu'on veut, c'est vraiment, vraiment pas le cas. Nos différents niveaux ministériels encadrent le tout. Ils font des suivis rigoureux et on leur parle encore régulièrement. On a encore, après 7 ans, certaines actions qui sont ouvertes euh, auquel on va revenir un peu plus tard, mais le message clé ici, un parc éolien, c'est structuré, c'est encadré, on ne fait pas n'importe quoi. Puis, il n'est pas mentionné sur la slide, là, mais un des derniers trucs, on est, juste pour donner un exemple de où ça peut aller, à 5 ans de la fin de notre contrat d'approvisionnement, on est obligé de verser le parc éolien là, un montant d'argent équivalent au coût de démantèlement d'un parc éolien, même si l'objectif ce n'est pas de le déconstruire, mais on est obligé de donner un chèque, là, juste pour faire une image grosse, c'est pas un chèque, là, mais un montant équivalent au coût des démantèlements en garantie à Hydro-Québec. Donc, il n'y a pas de cas où un parc éolien va rester là en perdition pendant des années où on va laisser des éoliennes rouiller à la pluie là, pendant 20 ans. C'est rigoureusement structuré. Fait que je voulais juste au moins toucher rapidement ce projet-là. Puis les prochains sujets qui viennent sont en lien directement avec ces 3 organisations-là avec lesquelles on travaille encore à ce jour. OK? Ça parle beaucoup d'agriculture. Je vous ai sorti deux petites photos, là. Désolé, là, ils sont prises une de la gauche, une de la droite, si on veut, là. Mais en haut, à votre gauche, vous voyez un carré où clairement la culture et l'agriculture est problématique par rapport à sa section juste au-dessus. Bon, on pourrait comprendre et on doit comprendre que ce carré-là, c'est l'emplacement où était installé, on va dire, le chantier de construction. Ça veut dire que les gens, durant la construction, sont arrivés avec les grues, avec les roulottes de chantier, avec les installations temporaires pour la construction. Et effectivement, tout autour de l'éolienne, ben, il y a eu une compaction du sol et les agricultures sont différentes. Je vous porte quand même à votre attention qu'il y a d'autres zones où l'agriculture n'est pas parfaite, mais pour lesquelles il n'y a aucune éolienne de construit. Donc, nous, on n'a rien à voir dans la petite section que vous voyez ici. Fait que depuis ce jour-là, ici l'image date de 2020, ben on prend des actions annuellement. On a une agronome qui travaille avec nous, payé par le parc éolien à temps plein, qui année après année prend des relevés de rendement et propose des solutions en coopération avec les différents ministères sur comment on va rétablir la culture autour de l'éolienne. Autrement dit, de l'année 2020 en bas, là, désolé, le petit chiffre apparaît mal, l'année 2024, ben, l'image de drone que vous avez là, je vous dis, c'est la même éolienne, c'est juste que l'image est prise de l'autre côté. Ben, on voit que carrément, la zone carrée qui était endommagée en 2020 a été complètement rétablie et aujourd'hui, on ne pourrait même pas dire exactement où le chantier de construction était. Le seul impact au sol qui reste, c'est le chemin d'accès et la largeur de la camionnette tout le tour, qu'on soit capable de passer avec nos équipements de maintenance. Fait que dans un cas comme celui-là, annuellement, notre agronome fait rapport au ministère et si c'est positif, 2 ans de suite, ils vont considérer qu'on a rétabli la production agricole et cette éolienne-là va être enlevée de la liste de suivi. On arrive tout juste là, dans notre cas, après 7 ans. Certains parcs s'en sortent plus rapidement. Nous, on a un sol très, très, très glaiseux. Ça devient presque comme du ciment. Fait que tout ce qui s'appelle travaux de drainage, sous-solage, de nivellement, c'est aux frais du parc éolien. À chaque année, c'est nous qui exécutons les travaux et qui payons les différents entrepreneurs ou agriculteurs qui participent avec nous avec ça. Et encore à ce jour, on va compenser l'agriculteur
qu'il y a des pertes de rendement sur ces sections-là, le temps qu'on continue de rétablir la production. Fait qu'aujourd'hui, les efforts sont mis à rétablir les cultures et en attendant, ben, le parc éolien continue de compenser chacun des agriculteurs pour cette perte-là qui est encourue de par l'impact de la construction d'une éolienne. Fait qu'encore une fois, si je reviens au message de tantôt, il n'y a aucun parc éolien qui va se construire où on va laisser des situations comme ça aller dans le temps. On est en action presque quotidiennement. J'avais même encore ce matin du drainage qui s'effectuait sur certaines terres. Oui, dans la neige, on a tassé de la neige pour aller drainer des sections de terres agricoles pour aider les problèmes. OK? Fait que c'est un autre, un cas qui parle un peu, là. Je voulais vous montrer ces photos-là. Un autre point qui revient assez régulièrement, c'est l'aspect visuel d'un parc éolien. Fait que nous, on entend souvent le point, mais dans notre région, bon, on s'entend, là, la beauté, c'est très subjectif. Il n'y a pas de critères qui classifient ce qui est beau et pas beau. J'ai pas rien à répondre aux gens qui me disent que c'est pas beau, c'est votre choix. Il n'y a pas d'argument contre ça. Mais dans notre région, on s'est rendu compte avec les années que les esprits sont assez marqués. Les enfants, tout naturellement, commencent à ajouter des éoliennes dans leurs dessins à l'école. On s'est même rendu au point où une microbrasserie locale, là, qui est notre troisième voisin ici à Saint-Aimé, a carrément intégré le parc éolien sur l'image qu'ils ont mis sur une canette de bière. C'était bien impressionnant pour moi la première fois que j'ai réalisé ça. J'ai dit, bon, c'est à ce point-là intégré dans le décor. Fait que j'ai pris la peine là, de vous montrer visuellement encore une fois. Pour nous, ça, on en a fait une fierté là, au bureau, dans notre bureau aussi. Là, pendant des années, on a utilisé ces dessins-là qui avaient été faits par les élèves de l'école comme, comme symbole, si on veut, là, d'acceptabilité du projet dans la région. Puis par rapport à la beauté ou laideur, si on veut, si je me permets le mot un peu négatif d'une éolienne, un des points majeurs qui était sorti à l'époque, que je me suis un peu gardé pour la fin, était en fonction. Les gens ont eu énormément peur que leur maison perde toute leur valeur de par le fait que ces atrocités blanches-là étaient pour être installées dans leur cour arrière. Pour le parc, de la manière, puis là, encore une fois, c'est un petit extrait, là, je ne vous demande pas nécessairement de le lire textuellement, là, mais je voulais donner quand même un petit point avec ça. À l'époque, ce qui a été fait pour nous, parce que la crainte, elle est totalement légitime et valable, hein, et les gens ont vraiment le droit de s'inquiéter pour un sujet comme ça. Ce qui a été fait ici à l'époque, c'est que suivant la construction du parc ou dans la période de la construction du parc, chacun des citoyens a reçu une invitation de notre part qui leur permettait de s'inscrire sur une liste. Et nous, le parc éolien, ils ont embauché une firme spécialisée en évaluation qui est allée rencontrer chacun de ses propriétaires inquiets là. Et ils ont évalué à nos frais, aux frais du parc éolien puis à Sorel, ils ont fait une évaluation foncière de chacune des maisons et ils sont retournés plus tard reprendre une évaluation du marché, d'aller regarder les ventes qui avaient été faites dans les années passées. Ils ont construit leur dossier, on va dire ça comme ça. Ils se sont rendus compte que la conclusion, c'est la conclusion que je vous mets aujourd'hui, mais si je vous la résume, c'est que la valeur marchande des propriétés situées à moins de 5 km d'une éolienne n'avaient pas subi aucun impact significatif sur leur valeur immobilière. La firme en question avait fait le même genre d'analyse dans un autre parc de la Montérégie. Ça avait été la même conclusion. Et je peux vous garantir que le boom immobilier qu'on a connu des dernières années a frappé également de plein fouet la région de Yamaska, Massouville, Saint-Aimé, Saint-Robert, ou du moins les municipalités avoisinantes au parc éolien. On a
personne qui a été capable de démontrer que sa maison ne valait plus ce qu'elle valait au moment de la construction. Fait que c'était un des derniers points. Euh, on essaie de faire le tout dans les 20 minutes, là. Euh, c'est un survol des différents sujets. J'aurais pu vous faire une présentation d'une demi-heure sur chacun de ces sujets-là assez facilement. Euh, mais en gros, c'était ce que je pouvais partager de notre expérience à nous. Intégrer un parc éolien dans une communauté, ça se fait pas sans heurts, sans défis, sans problème. Euh, Ça prend de la transparence, ça prend de l'ouverture d'esprit de tous les partis, que ce soit le promoteur, les élus ou carrément les résidents. Mais dans notre cas, on est capable de dire haut et fort que notre projet est une histoire à succès dans notre région. On est capable de produire une énergie verte. On est capable de le dire qu'on le fait en respectant les normes environnementales, en respectant le décret gouvernemental qui nous avait été émis et qu'on reste en action très, très, très dynamique sur les points qui restent à régler. Personne n'abandonne et on veut rétablir tout ça pour ramener ça à la perfection pour notre région. Pour nous, c'est la preuve qu'un parc éolien, ça peut parfaitement s'harmoniser dans la transition énergétique et tout en respectant les réalités locales. C'est notre histoire, c'est notre petit 20 minutes sur le sujet. Fait je vous remercie de votre participation, ceux qui se sont connectés. Ça fait vraiment apprécié d'avoir pris le temps de m'écouter. Puis, s'il y a des questions qui ont été soulevées, ne vous gênez pas. Il n'y a aucune question auquel je n'ai pas. J'ai pas des réponses à tout, mais j'ai aucune question qui me fait peur. Je vais vous donner toute l'information que j'ai. Je vous laisse même mes coordonnées là, au bas de la présentation si vous avez des questions un peu plus précises. Sur notre histoire, gênez-vous pas de me contacter. Alors, c'était ce qu'il y en a. Je ne sais pas si on a des questions. Je vais laisser. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Léveillé.